5 minutes, voilà. Donc, qui veut se lancer? Attends, je me permets d'abord. Excuse-moi. Juste pour vous dire, bon, le film, il a été essentiellement tourné en 2022. Roland a tourné des images en France. Bon, Sarah et moi, c'est à Paris. Jean-Pierre Filiu, Sylvain Sipel aussi. Au Berlin aussi. Il a eu en Angleterre Ken Loach et Thomas Suarez et Ronnie Barkham, qui d'ailleurs il n'a pas filmé, mais avait un bracelet électronique au pied pour avoir attaqué l'usine israélienne Elbit. Je dois dire que depuis le film, Gilles Devers est mort il y a 3 semaines. Ouais. Et il a été enterré. C'est une très grosse perte pour le mouvement de la Palestine. Michel Buller, celui qui a fait la musique, est décédé également en 2022. Là aussi, c'est une grosse perte parce qu'il y a Dominique Grange, il y a lui, mais il n'y avait pas tellement de... Il y a HK, mais il n'y a pas tellement de musiciens qui ont fait de la musique sur la Palestine. Les images de Gaza, c'est entièrement Iyad Al-Asnal qui les a faites. Vous l'entendez, il témoigne, il est francophone. Iyad fait partie des quelques Palestiniens de Gaza qui ont pu sortir. Sa famille a pu sortir en décembre et lui, les Israéliens l'ont laissé sortir qu'en mars. Et il est avec sa femme et ses 3 filles à Périgueux. Il a un statut de réfugié. Les nouvelles des gens qu'on voit. Eitan et Léonore, que vous voyez, ont quitté Israël, tout simplement parce qu'ils ont eu un gosse et peut élever un enfant, le petit Adrien, en Israël, où au jardin d'enfants on fait des tanks avec des bouchons, et où à l'école on leur apprend que nous sommes ici depuis 4500 ans et que tous les Arabes veulent nous tuer. Ben, ils n'ont pas voulu, donc ils sont à Bruxelles. Alors de l'équipe des Gazaouis que vous voyez, Mariam Aboudaka, donc du Front Populaire de Libération de la Palestine, on l'avait invitée en France la veille du 7 octobre. Donc dès qu'elle est arrivée en France, Darmanin s'est déchaîné. Il y a eu réunion interdite à Metz, à Lyon, mais qu'elle a quand même pu tenir dans des conditions difficiles. Quand elle est arrivée à Marseille, elle était chez moi. À Martigues, la salle qui était réservée depuis des mois était interdite, c'est dans une UMJC comme ici qu'elle a pu se produire. À Marseille, la salle du diocèse était réservée depuis des mois, elle a été interdite. Et c'est un curé qui a donné sa salle, elle a pu faire le meeting. Et puis elle a été enlevée dans ma voiture à 6 h du matin. Je lui ai traduit l'arrêté d'expulsion. Elle était accusée de l'attentat d'Arras, enfin, à cause d'Armanin, quoi. Hein. On a fait casser, au bout de quelques jours, l'arrêté d'expulsion. Elle est partie à Paris. Darmanin a fait 2 conférences à Paris. Et Darmanin a fait appel et le Conseil d'État a accepté l'expulsion. Elle a été enlevée en pleine rue à 11 h du soir. Sarah Katz, qui était avec elle, a été brutalisée. Et on l'a cherchée partout dans les centres de rétention. Et elle a été expulsée quasiment clandestinement pour le Caire. Elle est au Caire depuis maintenant plus d'1 an, où c'est la situation assez terrible. Il y a 80 000 Gazaouis au Caire et c'est un peu l'enfer pour eux à tout point de vue. Il y a, vous voyez dans le film, les équipes avec lesquelles l'IJFP travaille depuis maintenant des années. Donc le très grand, Moutassem Elewa, on rappelle tout ça de Valir, comme là-bas. Il avait servi de fixeur en 2011 aux internationaux qui étaient à Gaza. Quand je l'ai à Gaza en 2013, il est mon guide. Et puis depuis 2016, avec Sarah, on avait fait un voyage à Gaza. Il est le correspondant de l'Union juive française pour la paix. Donc vous avez vu le château d'eau, c'est les paysans qui ont écrit en énorme l'UJFP. Il a été abattu par les Israéliens en février dernier. Donc l'UJFP a publié un communiqué, la destruction du château d'eau Trouza, un acte antisémite, parce que c'était clairement une association juive qui l'avait construit. Là, vous avez vu la pépinière, c'était notre chef-d'œuvre quelque part, parce que ça avait été très difficile à financer. On l'avait fait avec Humanitaire, qui est quasi dissous par Darmanin depuis. Et la veille du 7 octobre, la pépinière servait 1 millier de fermes. Et elle servait complètement à passer de la graine au plant. Et on était en train de réfléchir avec les paysans à un passage à l'agroécologie, parce qu'ils empoisonnaient leurs terres, et ils étaient conscients que ça ne servait plus à rien, que ça leur coûtait un bras et que ça ne servait à rien. Donc on était en train de réfléchir, grâce à la pépinière, au passage à l'agroécologie. Il ne reste plus rien de toute la zone
agricole de Houza et d'Abassad. C'est à Abassad aussi que Mariam avait sa maison. La maison a été pulvérisée. Elle a 60 morts dans sa famille, ce qui est moins que l'ambassadrice de Palestine en France, qui est gazaoui, qui a 80 morts dans sa famille. Vous avez vu les pêcheurs, Zakaria Baker, et là aussi on travaillait avec eux, parce que c'est aussi l'UAWC qui appartient à Via Campesina, le syndicat des travailleurs agricoles et de la pêche, Zakaria Baker, leur porte-parole. Il y avait aussi en leur sein la seule femme pêcheur, Madeleine Koulab. Il y a un film que Sarah a fait qui s'appelle Aimer la mer à Gaza, qui est un film de 20 minutes sur les pêcheurs, les attaques maritimes que vous avez vues, et la seule femme pêcheur de Gaza. Tout ce qui était l'appareil productif à Gaza a été pulvérisé. Vous avez vu la jeune femme de We Are Not Numbers. Je ne sais pas si elle est vivante ou pas. Ce qui est sûr, c'est que le fondateur de We Are Not Numbers, le poète Al-Hariri, pour la voir, les Israéliens ont détruit l'immeuble où il habitait, il y a eu 80 morts. Il est mort en décembre. Il y a plusieurs personnages dont je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Palestine russe que vous voyez, qui a succédé à Ziad Medouk à la tête du département francophone de l'université Al-Aqsa. Elle est en Belgique, elle a pu sortir. Vous avez vu l'équipe d'Ibn Sina. Ibn Sina, c'est Avicenne, du nom de ce philosophe musulman du Moyen-Âge. C'est une association laïque, plus ou moins liée à des anciens du FPLP, qui fait de l'éducation populaire. Donc on les voit, on voit comment ils ont appris quelque part en aide psychologique à réparer notamment les enfants, les traumas et le stress des enfants. Et ils continuent. Ils avaient deux équipes. Le frère de la famille Al-Edaoui, un des deux frères, est mort avec toute sa famille dans un bombardement à Gaza. Et Marcel Al-Edaoui, avec qui on est en contact, il anime dans un camp toute une équipe d'Ibn Sina. Alors qu'est-ce qu'on fait et avec leur camp et avec le camp des paysans? Avec l'argent qu'on a envoyé, ils ont d'abord acheté des tentes, puis maintenant acheté des bâches pour l'hiver. Ils ont dû creuser des sanitaires. Il a fallu désinfecter les camps parce que très rapidement, les camps étaient complètement envahis par les eaux usées. Depuis quelque temps, ils rescolarisent les enfants. Donc il y a plusieurs milliers d'enfants. Il y a des instituts de très grande valeur à Gaza. C'était avant le 7 octobre, il y avait 1% d'illettrés. Il y en a 35% en Égypte voisine. Et puis, pour toute la Palestine, l'éducation, ça a toujours été quelque chose de fantastique et d'absolument utile. Donc ils ont le personnel. Ce qu'il fallait, c'est les équipements, c'est les tentes, et c'était les retrouver, les centraliser. Donc maintenant, il y a plusieurs milliers d'enfants qui sont scolarisés dans toute la zone de Der el-Bala et d'Al-Mawassi. On a réussi pour le camp des paysans, où 1800 familles de paysans se sont regroupées après avoir été bombardées dans l'école de l'UNRWA où ils étaient. On a réussi, depuis maintenant 6 mois, à assurer 3 gros repas par semaine. 3 repas par semaine, c'est pas beaucoup, mais ça permet au moins d'utiliser des repas équilibrés avec ce qu'il faut par semaine. On a la question de l'aide psychologique. Ça avait commencé avant le 7 octobre. Au début, on se dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ils ont énormément de psychologues qui ont fait 5 ans d'études à Gaza et qui ne trouvaient pas de travail. Et en fait, le stress est tel que c'est absolument indispensable pour survivre. Et les équipes de psychologues font des choses séparées. Il y a la psychologie pour les enfants qui est liée à la reprise de l'école. Il y a la psychologie pour les femmes. Et il y a la psychologie pour les hommes. Et c'est fondamental parce que sous le génocide, la société commence un peu à se déliter. Il commence à y avoir des violences familiales. Il commence à y avoir des mafias qui sont apparues. Il y a la famine qui est organisée. Il y a en ce moment le nord qui est systématiquement bombardé. Ce qui se passe au nord, sur Jabalia, notamment sur le nord de la ville de Gaza, c'est indescriptible. Donc voilà, je vais arrêter de parler. Je vous invite à aller sur le site de l'UJFP, très simple, ujfp.org. Vous verrez tous les jours, il y a quelque chose sur Gaza. Il y a les comptes rendus de ce que les équipes que nous aidons font, et c'est entièrement eux qui les écrivent. Et il y a les analyses politiques qu'ils font. Je vous en livre une d'Abou Amir, quand on lui dit « Qu'est-ce que tu penses du mandat d'arrêt contre Netanyahou ?» Il dit d'un côté, ça veut dire qu'il y a au moins des gens en Occident et ailleurs qui se posent la question de tout ce qui nous est infligé
et du crime contre l'humanité qui est perpétré contre nous. D'un autre côté, pour nous, ça ne change rien. On est toujours bombardé, il y a toujours l'organisation de la famine. Donc il faut absolument que ce mandat d'arrêt soit suivi d'un changement de situation pour nous. Et pour l'instant, on ne le voit pas venir. Et des analyses comme ça, vous en aurez absolument tous les jours. Qu'est-ce que j'ai envie de dire de plus? Sachez que quand on est allé à Gaza, on s'est présenté partout, en 2016, Union juive française pour la paix, qu'on a vu tous les partis politiques à Gaza, Hamas, Fatah, FPLP, Djihad islamique, Parti communiste, Union démocratique palestinienne, FDLP, que partout, la réponse c'était on est contre l'occupation, on n'a rien contre les juifs, que Gaza, contrairement à tout, mais il y a la stade, là c'est bien filmé, contrairement à toutes les légendes, c'est une société incroyablement pluraliste. Vous rentrez dans un taxi collectif, c'est immédiatement vive le Hamas, ah non, ah bah le Hamas, ce sont des corrompus, et que voilà, les gens, c'est pas les dictatures où les gens sont terrorisés, les gens disent ce qu'ils ont envie de dire, et expriment leurs opinions sur tous les terrains, sur les terrains politiques, sur les terrains religieux, sur la question homme-femme. Bien sûr, c'est une société patriarcale, personne ne va le nier, mais il y a des discussions incessantes sur ces questions-là, et vous avez vu les capacités d'organisation des femmes, le très grand nombre d'organisations de femmes qui existent, et pas seulement bien sûr les footballeuses. Et nous, on avait organisé à l'Institut culturel français, que les Israéliens ont pulvérisé depuis, une discussion sur le thème faut-il éduquer de la même façon les petits garçons et les petites filles? C'était passionnant, entre hommes et femmes. Donc je dis, c'est une société vivante, et ce qui se passe depuis, ils sont en train d'exterminer une société magnifique. Là, je prête. Merci Pierre. C'est déjà beaucoup de renseignements complémentaires au film. Donc voilà, maintenant, la parole est à vous. Si quelqu'un a une question, oui. Moi j'ai deux questions que je vais peut-être essayer de réunir en une seule. C'est la façon dont les Français sont informés sur ce qui se passe à Gaza et plus généralement en Palestine, disons. Alors, moi personnellement, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde ici, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a eu une évolution depuis ce qui se passe à Gaza depuis le 7 octobre. Parmi les gens que je fréquente, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens quand même qui ont pris conscience que les Gazaouis étaient un peuple qui subissait des choses horribles, qui ont changé complètement d'avis, qui étaient plutôt à la limite, je dirais, pro-israéliens, mais qui sont devenus maintenant quand même sensibles à ce qui se passe là-bas. Et la question que je lis à ça, c'est la façon dont les Français sont informés. Est-ce que vous avez vu le documentaire qui est passé récemment sur France 5, qui durait à peu près 3 heures, sur l'histoire entre Israël et Palestine? Si vous l'avez vu, est-ce que vous en avez pensé? Alors, je réponds tout de suite, je n'ai pas vu celui-là. Sur la formation, ce qui est quand même terrible, c'est comment le discours des génocidaires a été imposé comme parole unique dès le 7 octobre. Ça, c'est une cata totale. Et ça continue. Je veux dire que le fait que plus d'un an après le génocide, donc c'était l'anniversaire, c'était le 7 octobre 2024, on entend Anne Sinclair, qui était présentatrice mainstream à la télé, parler du 7 octobre et continuer de parler des bébés éventrés, des femmes décapitées. Alors tout le monde sait maintenant que c'est des fake news, mais de continuer à en parler comme si c'était une vérité. On continue à avoir toute une série de médias parler de l'antisémitisme de la gauche et de prendre comme argent comptant le discours du CRIF. Donc, et on a continué à avoir avec Amsterdam, alors qu'on a des hooligans racistes qui déferlent sur Amsterdam, que c'était un pogrom. Moi, mes deux grands-mères, Maria Salomonovna Stamboul et Brana Magazani, qui ont survécu au pogrom de Kishinev, je sais ce que c'est qu'un pogrom, et qualifié de pogrom ou le 7 octobre ou Amsterdam, c'est évidemment du délire complet. Donc on a quand même, au niveau de la formation, moi chaque fois que j'ai été interrogé après le 7 octobre, très rares fois où un média un peu mainstream m'interviewait, en général il ne me passait pas, je devais passer les 2 tiers de ma réponse
à déconstruire la question. C'était que pensez-vous de l'attaque terroriste du Hamas? Donc il fallait déconstruire la question, expliquer que ce n'est pas les Juifs qui ont été attaqués, c'est l'occupant, rappeler le 1er novembre 1954 en Algérie, etc. Rappeler que mon père dans le groupe Manoukian, c'était l'armée du crime et que utiliser le mot terroriste n'importe comment, ça n'a pas de sens. Donc ça a à peine évolué. Je veux dire que quand même, on a un vrai problème en France, c'est que la criminalisation immédiatement après le 7 octobre de toutes les manifestations pour la Palestine, elles ont fait que les gens ont eu peur d'un côté et de l'autre côté que les journalistes qu'on entend, ceux-là se sont complètement lâchés d'un point de vue d'un. En ce moment, il y a la rédaction du Monde qui est accusée d'être des islamo-gauchistes. Je crois que Jean-Jacques voulait dire, moi j'ai l'impression que parler de la population en général, qui n'est malgré pas très ça, informée. La population, elle a appris à se méfier des médias, donc elle a recours beaucoup aux réseaux sociaux, avec les bons effets et les mauvais. Les bons effets, c'est qu'effectivement, par les réseaux sociaux, on peut avoir des images terribles. Je vous conseille vraiment, si vous tenez le coup, le film d'Aymeric Caron sur le 7 octobre et après, en sachant que des militants purs et durs sont sortis au bout de 10 minutes tellement que c'est insoutenable, mais là, vous avez la vérité vraie de ce qui s'est passé. Mais la population, en même temps, sur les réseaux sociaux, il y a tout le complotisme. Et ça, c'est un peu tragique, quoi. A commencer d'ailleurs par ce film-là. Pourquoi il a été interdit, il a été absolument impossible de le voir, il a été impossible de le regarder, ce film. Chaque fois, ça a été interdit. Voilà. Non, peut-être à Aix, mais en France, ce film-là, comme le précédent, Le Char et l'Olivier de Roland Nurier, c'est 40 000 entrées payantes. Et moi, ça doit être le 20e débat que j'anime sur ce film. Et non, le film, il a... Le truc de fou, c'est que quand il passe, surtout en zone rurale, j'étais il y a 2 semaines à Montbrison, sous-préfecture de 11 000 habitants de la Loire, dans une salle de 137 places, ils ont refusé 60 personnes. Donc le film, il a un grand succès, il n'a jamais été interdit, il passe, et Roland Nurier, tant qu'il y a un public, il va continuer à le passer, mais évidemment... il y a des tas de cinémas qui ne veulent pas. Bon, d'après ce que j'ai compris, à Aix, les gros cinémas, ils ne l'ont pas voulu. Et à Marseille, il était passé en prime time aux variétés. Il y avait Roland Nurier, il y avait Abir, que vous voyez, c'est elle qui chante. Il y avait moi-même. Et puis après, il n'est plus jamais repassé. Donc, il y a une bataille à mener auprès des directeurs de salles pour qu'ils passent, mais il n'est pas interdit. Oui. Mais ça, on avait déjà eu le problème pour un film sur Mélenchon, qui avait été interdit à la dernière minute. Ce que je voulais dire, c'est que ce qu'il y a de terrible, c'est comme No Otherland et encore l'autre film d'un jeune qui a été à Gaza juste au moment des marches pour, je ne sais plus comment ça s'appelle, Gaza. Hein? Les marches de retour. Ouais. C'est que, en fait, c'est des films que les gens auraient dû voir tout de suite pour éviter cette espèce d'horrible... parce que moi, je suis d'accord avec tout le monde. Je pense qu'à la fois, il y a des jeunes qui prennent conscience du problème palestinien, mais que sur le plan des médias, c'est l'horreur, c'est la catastrophe. On se fait traiter d'antisémite même si on est juif et que ses parents sont résistants. On se fait traiter de tous les noms. Et le fait de commencer en disant, et de dire encore il y a 2 jours, comme Patrick Bruel, c'est le plus grand pogrom depuis la Shoah. Enfin bon, dès qu'on parle de cette image, et c'est cette image qui a été répandue, alors qu'il aurait tout de suite fallu équilibrer pour dire que il n'y a pas eu que l'opération frontière, je sais pas quoi, il y a eu, c'était tous les 2 ans quoi, les morts dans Gaza. Il n'y a pas eu cet équilibre quoi, et c'est vrai que je trouve que la caste politique qui tient le coup, celle qui résiste, par exemple, ça aurait été bien qu'il y ait un député de l'AFI, là, ici, parce qu'ils en prennent tellement plein la gueule que moi, j'ai un peu peur qu'ils flanchent, comme a flanché Jérémy Corbyn. Je réponds. Otherland, il est sorti
avec également un énorme public partout où il passe Oui, tout de suite. Ici aussi. Je signale quand même Mais pas longtemps. sur Northernland qu'il a gagné la Berlinale, donc le prix du documentaire à Berlin, mais que les autorités et de Berlin et d'Allemagne ont mis sur le film film à tendance antisémite. Donc Yuval, que la famille du jeune israélien est obligée voilà, de Yuval, s'expatrier. dont toute la famille est rescapée du génocide, a porté plainte en disant moi, toute une partie de ma famille est morte dans les camps d'extermination, c'est pas l'Allemagne qui va m'expliquer ce que c'est que l'antisémitisme. Je pourrais dire la même chose. Et finalement, il a gagné en justice et tout. Donc, c'est pareil, je veux dire, il y a une bataille pour que ces films-là passent. Bon, sur la question politique en France, je ne vais pas rentrer dans les débats internes à la société française. Il y a un parti qui, pour l'instant, reste ferme, et tant mieux, sur la Palestine. J'étais le 7 octobre, j'étais avec 6 autres Français au Caire, dont un député, Thomas Porte, pour la première fois depuis 2016, dont 2014, les autorités françaises acceptaient de déposer auprès des autorités égyptiennes notre demande d'entrée à Gaza par Rafah, et puis la guerre a éclaté, on n'est pas rentré. Mais voilà, je veux dire qu'il y a des gens qui se sont quand même pas mal mouillés sur la Palestine, et il y en a dont les déclarations sont assez scandaleuses. Moi, je compare ça, peut-être parce que je suis juif, à l'effondrement de la France en 1940. Quoi. C'est comme s'il y avait un transfert. Madame, une petite question. Pendant le film, une jeune Palestinienne disait qu'elle était étudiante dans un lycée, au lycée américain. Oui. Donc je ne sais pas ce que c'est. Voilà. C'est une école privée, vous avez compris que c'est une chrétienne, et d'ailleurs on explique assez bien avec les danseurs d'Abké que c'est ensemble chrétiens et musulmans. Donc c'est relativement exceptionnel à Gaza, c'est-à-dire qu'à Gaza, 75% de la population sont des réfugiés. 72% de la population a la carte de l'UNRWA. Il y a quelques personnes qui n'ont pas la carte de l'UNRWA. En particulier, ce sont des Bédouins qui ont erré dans le désert et qui ont, quand ils sont arrivés à Gaza, c'était trop tard, les cartes étaient distribuées. Et il y a 25% pour caricaturer les paroles de Salopard, qui sont des Gazaouis de souche. Sur l'école, il y a les écoles de l'UNRWA. L'UNRWA, pour les réfugiés dont elle s'occupe, donc 72% de la population, l'UNRWA assure l'éducation, la santé et une partie de l'alimentation, avec la livraison régulière de grands colis alimentaires. Et pour les autres, il y a les écoles du gouvernement. Alors Palestine en parle pour le supérieur. Il faut que vous compreniez, c'est un des bordels de la société palestinienne, et notamment à Gaza. Suite à la guerre interpalestinienne de 2007, il y a 3 fonctions publiques à Gaza. Il y a la fonction publique des instituteurs et des médecins payés par Ramallah et qui travaillent. Il y a une fonction publique qui était principalement les anciens services de sécurité qui se sont mis en grève quand le Hamas a pris le pouvoir et qui n'ont pas repris le travail mais qui sont payés. Donc ils sont très impopulaires bien sûr parce qu'ils tirent leur argent à la tirette alors qu'à Gaza il y a 60% de la population sous le seuil de pauvreté. Et puis il y a la fonction publique recrutée par le Hamas sur une base probablement aussi clientéliste que l'autre et qui a des salaires inférieurs parce qu'ils avaient moins d'argent. Donc elle est carrément dans le secteur privé, c'est-à-dire dans aucun des 2 systèmes d'enseignement, ni l'UNRWA, ni les écoles du gouvernement. Mais il y a des écoles privées, bien sûr, à Gaza. Oui, monsieur, là-haut. Où est la contestation de Netanyahou en Israël? J'ai envie de dire, c'est une contestation interne à la société juive israélienne. C'est-à-dire que l'extrême droite est devenue hégémonique en Israël dans tous les secteurs de la société. Elle est devenue hégémonique chez les religieux, ce n'était pas le cas avant 1967. Chez les colons, c'est évident, mais sauf que la moitié des colons sont des banlieusards. Elle est devenue hégémonique chez les séfarades et chez les Misraïm, donc les juifs venus du monde arabe. Et Israël n'était hélas pas le seul pays où les pauvres et les déshérités votent pour l'extrême droite.
elle est devenue hégémonique chez les Russes, ça n'avait rien non plus d'évident, parce qu'eux étaient plutôt des laïcs, mais on leur a offert des places dans les colonies, et elle est devenue hégémonique dans l'armée, ce qui n'était pas du tout évident, parce qu'historiquement, à l'armée, les généraux, c'était Moshe Dayan, Yitzhak Rabin, Yigal Allon, bref, des gens tout à fait athées. Donc, et elle est devenue hégémonique chez les religieux, je vous l'ai dit, ça, c'était pas évident, alors que maintenant, c'est évident. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que la contestation de Netanyahou, c'est une contestation interne à la société juive israélienne, c'est les contradictions de cette société, laïque contre religieux, séfarade contre ashkénaze, colons européanisés, colons contre juifs européanisés, russes contre tous les autres. Mais elle ne remet absolument pas en cause la question palestinienne, sur laquelle ils sont tous d'accord. On parlait tout à l'heure du film de ce Massafariata Northern, c'est la fameuse Cour suprême israélienne, celle qui est en bisbille avec Netanyahou, qui a légalisé l'expropriation des villageois de Massafariata. Et on est en plein génocide à Gaza, c'est cette même Cour suprême qui a interdit aux journalistes étrangers d'entrer à Gaza. Entre parenthèses, plus de la moitié des journalistes qui sont morts l'an dernier, dans le monde entier, sont morts à Gaza. Donc voilà, ça ne changera rien. Et si j'ose dire, le sale boulot, et là aussi Israël est un État pilote, le sale boulot fait contre les Palestiniens, c'est la gauche, avec les 150 guillemets qu'il faut y mettre, la gauche sioniste qui les a fait. La Nakba, le nettoyage ethnique programmé de 48, c'est Ben Gurion. L'attaque contre l'Égypte de Nasser en 56, c'est Dayan. La conquête de 67, c'est Lévi Eshkol. Le début de la colonisation, c'est Yigal Allon. Et même après, on peut continuer. La construction du mur, c'est Fouad Ben Elizer. L'attaque contre le Liban en 2006, c'est Amir Pérez. Tout ça, c'est la gauche sioniste qui a fait ça. Donc, ce n'est pas une question de gauche ou de droite, c'est une question de sionisme ou de non-sionisme. Et la question centrale, pour moi, juif, c'est la question du sionisme. Monsieur, oui. Est-il vrai que Netanyahou a soutenu le Hamas à une certaine époque pour diviser la société, ça a été plus ou moins dit dans le film, pour diviser et pour affaiblir l'OLP et le Fatah? Oui et non. C'est-à-dire que vous devez comprendre que pour les sionistes, le but a toujours été le maximum de territoire pour le minimum d'Arabes, et le but a toujours été ne pas avoir de partenaire pour la paix. Donc pendant très longtemps, ce qui dominait l'OLP et le mouvement palestinien, c'était des mouvements laïques, comme le Fatah, révolutionnaires, comme le FPLP. Qu'est-ce qu'a fait Israël? Ils les ont emprisonnés, ils les ont assassinés, ils les ont exilés. Et bon voilà, ce qui est arrivé à Mariam Abou Daka, je veux dire que le FPLP est considéré comme organisation terroriste. Et puis, à toute cette époque-là, à Gaza, on ne pouvait rien construire, pas d'atelier, pas de ferme à poulet, rien du tout. On pouvait construire des mosquées tant qu'on en voulait. Ils ont fait monter le Hamas, et puis quand le Hamas est devenu puissant, ben, ils ont assassiné Sheikh Yassine, Ahmed Rantissi, et là maintenant, ils ont tué complètement Ismaël Haniyeh, Deif et Sinoir. Donc, il faut lire les choses autrement. Israël, la division palestinienne est une grande victoire de l'occupant. À Gaza, quand on est là-bas, en tout cas au niveau de la société civile, il y a un certain dégagisme contre les partis. Les gens disent que les partis luttent pour leur propre intérêt, mais ils ne luttent pas pour nous. La division palestinienne, c'est une grande victoire de l'occupant. Il nous manque un Mandela, cette division est une honte. Mais cette division, elle était voulue, donc effectivement, pour Israël, c'était parfait, qu'il y ait deux Palestines au lieu d'une, ça voulait dire qu'en fait, il n'y en avait pas. L'autorité palestinienne, tout le monde comprend que ce qui a été créé par les accords d'Oslo, c'est une autorité collabo, dont le seul but est d'assurer la sécurité de l'occupant, c'est la seule chose qui a été signée à Oslo, et donc d'avoir une autorité concurrente à Gaza, c'était l'assurance qu'il n'y aurait jamais de Palestine. Donc le but était ça, et puis quand le Hamas est devenu menaçant, ben, le but c'est de les exterminer. Et après, ce sera d'exterminer les autres. Ce que vous devez avoir en tête, c'est la finalité, c'est la division, et c'est qu'il n'y a pas d'État palestinien. J'aimerais bien... Non, on a d'autres questions, donc voilà. Ma question c'est, est-ce qu'on peut parler d'un Israélien non colon? Est-ce que... Oui, comment dire? À part les Palestiniens de 48.
Oui, la question est intéressante. Il n'existait pas... Tu peux la redire, la question, on l'a pas bien Elle entendu. demande est-ce qu'il y a des Israéliens non colons. Je pense que la question elle est assez fondamentale. Alors, il n'existait pas de peuple israélien avant 1948. Il n'y a plus vraiment de débat historique sérieux sur 1948. C'était un nettoyage ethnique qui était prémédité. Donc la création de l'État d'Israël se fait sur un crime de guerre prémédité qui a été le nettoyage ethnique de 1948. Maintenant, on est en 2024. Il y a un peuple israélien qui s'est créé, même s'il est gravement malade, mais il y a un peuple israélien qui s'est créé. Il y a des gens qui sont là depuis 4 ou 5 générations. Donc l'idée n'est pas, comme en Algérie, avec derrière un pays refuge. Pour la grande majorité des Israéliens, pas tous, mais c'est plus le cas. Pour la grande majorité des Israéliens, ils sont là aujourd'hui depuis plusieurs générations. Donc ça, dans cette question-là, évidemment qu'aujourd'hui ce sont des colons. Évidemment qu'aujourd'hui même, à Tel Aviv a été construit sur plusieurs villages palestiniens et les fameux kibbutz ont été construits sur des villages palestiniens. Et Léonore et Eitan, dans leur association Decolonizer, ils ont fait une carte de la Palestine et une carte dessus d'Israël. Et on voit que l'entièreté de tout ce qui est fait, de tout ce qui est Israël aujourd'hui, c'est sur les anciens villages palestiniens. Et quand on est à Gaza et qu'on voit les fameux kibbutz pseudo-progressistes qui étaient de l'autre côté de la barrière et qui, eux, ont l'arrosage automatique quand à Gaza, il n'y a pas d'eau, c'était les terres des Palestiniens. Mariam Aboudaka, c'est une Gazaoui, entre guillemets, de souche. Elle dit, ma famille, ces terres, elles étaient là. Donc, de ce côté-là, oui, ce sont des colons. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Donc là, je vais peut-être vous choquer, mais moi, je dis, on ne réparera pas un nettoyage ethnique par un autre nettoyage ethnique. Ça n'a jamais marché et c'est jamais la solution. Et donc, il n'y a pas d'autre solution que la destruction de l'État juif, la destruction du sionisme et le vivre ensemble dans l'égalité des droits. Et j'ai envie de dire là-bas comme ici. En tout cas, c'est la position du JFP, destruction du sionisme, destruction de l'État juif. Mais elle le dit à un moment, Éléonore, elle dit... Donc voilà. un seul État. Alors, quand on dit un seul État, 2 États, ce n'est ni possible ni souhaitable. N'importe qui a été là-bas, dès qu'il passe en Cisjordanie, il dit l'État palestinien, on est où? Puisqu'il y a des colonies partout, il y a le mur et tout, il y a 900 000 colons. Et puis surtout, ce n'est pas souhaitable parce que fondamentalement, le peuple palestinien est un peuple de réfugiés, que les descendants des 800 000 personnes qui ont été expulsées en 1948 sont 10 millions aujourd'hui, que 6 millions ont la carte de l'UNRWA, et qu'imaginer une solution qui ne concerne pas les réfugiés, c'est n'importe quoi sauf une solution à la guerre. Le peuple palestinien est un peuple de réfugiés, donc aucune paix juste ne peut les ignorer. La solution à 2 États s'assoit radicalement sur les réfugiés. Un seul État, ça a existé de façon importante chez les Juifs du Yishuv avant 1948. Le Yishuv, c'était les Juifs sous mandat britannique. Il y a eu un mouvement qui s'appelait Brit Shalom, qui a eu 45% des voix dans une élection interne en 1944. Et c'était pour un État binational. Ça veut dire que 4 ans avant la Nakba, presque un futur Israélien sur 2 n'était pas pour foutre dehors les Palestiniens, mais le sionisme l'avait prémédité depuis 50 ans. Du côté palestinien, jusqu'à la conférence d'Alger de 1988, la position quasi unanime, c'est un seul État laïque et démocratique. Et puis Arafat, au forceps, a renoncé à ça, et puis il y a eu la signature d'Oslo, où la seule chose qui a été signée en échange de la reconnaissance d'Israël par la Palestine, ça a été d'assurer la sécurité de l'occupant, une vaste fumisterie. Il n'y a vraiment plus les forces maintenant pour un seul État. Donc nous, ce qu'on dit à l'UJFP, mais c'est dit, je le dis d'ailleurs dans le film à un moment, c'est l'application du droit international à la Palestine. Ça veut dire liberté, fin de l'occupation, fin de la colonisation, libération des prisonniers, fin du blocus de Gaza, destruction du mur. Ça veut dire égalité des droits pour tous les habitants de la région, quelle que soit leur identité supposée, leur origine, leur religion, leur non-religion. Et 3, la justice, ça veut dire le retour des réfugiés palestiniens
et j'ajouterai le jugement des criminels de guerre. Est-ce Vous qu'on peut comprenez parler de prisonniers qu'avec le retour des réfugiés palestiniens, même s'il n'y en a que 3 millions qui retournent, ils ne vont pas rentrer à Gaza, ils sont déjà 75%, donc s'ils retournent dans l'Israël d'avant 67, l'État juif disparaît, c'est une excellente chose. Oui, Marwan Bargoudi. Il y a une question, excusez-nous, mais... J'avais l'impression que c'était à moi. Oui, non, mais vous avez déjà posé une question, donc on veut laisser la parole un peu à tout le monde, si vous Il n'y a permettez. pas de souci. Voilà, monsieur derrière. Je voulais vous demander, actuellement, donc l'UNRWA qui faisait un énorme travail à Gaza, entre autres, il y a eu le fait que, suite à un pseudo, il y a eu le retrait de plein de pays européens, pas tous, je crois. Ils sont revenus. Et donc, juste la petite corollaire, c'est comment l'UNRWA arrive à travailler actuellement à Gaza même, vu l'état de destruction et voilà, quelle place ils arrivent encore à avoir. L'UNRWA, fin octobre, le génocide avait commencé depuis 3 semaines, ils avaient déjà plus de 100 morts dans leur personnel. Ils ont lancé la fake news que 12 personnes de l'UNRWA, qui en emploie 12 000, Chemali l'explique bien dans le film, que 12 personnes de l'UNRWA avaient participé à l'attaque du 7 octobre pour essayer de dissoudre l'UNRWA. La France, évidemment, s'est précipitée, la Grande-Bretagne, l'Italie et tout, a supprimé, et la mairie de Marseille, a supprimé les subventions à l'UNRWA. Et puis très rapidement, on s'est quand même aperçu que tout ça, ça faisait partie de la parole des génocidaires. Un à un, ils ont tous repris leur financement. Le problème, et ça recoupe aux questions qu'on m'a posées sur Netanyahou, c'est que la Knesset, le Parlement israélien, a voté une motion quasi unanime. Donc la pseudo-opposition à Netanyahou l'a aussi voté, déclarant l'UNRWA illégale et interdit d'activité dans tout ce que contrôle Israël. Donc ils continuent d'exister, mais évidemment ils sont dans des circonstances assez clandestines à Gaza, même s'ils font partie des quelques associations aujourd'hui qui arrivent à apporter une aide efficace à Gaza. Mais on a vu que Israël n'a pas hésité à attaquer ces associations. WCK, la World Central Kitchen, ils ont eu 7 morts. Polonais, Australiens, Grande-Bretagne, vous avez entendu ces pays protester? Évidemment non. Donc voilà, ce que dit l'histoire de l'UNRWA, c'est que laisser faire Netanyahou et Trump qui arrive derrière, ça veut dire une destruction de ce qui va rester du droit international. Et à terme, une destruction de l'ONU. Ce qui veut dire que même les pays dominants complices de façon éhontée d'Israël, ça les interroge parce que ce n'est pas forcément ce dont ils ont envie. Parce que s'il n'y a plus d'ONU, c'est la loi de la jungle généralisée partout. Une question, monsieur. Il me semble qu'il y a une chose importante, c'est ce que dit Sylvain Sipel quand il parle de pisser du haut du plongeoir. Parce que c'est à la fois indécent, impudique, et on pisse à la gueule de tout un chacun. Et la vraie question, me semble-t-il, parce que je pense que beaucoup de gens sont horrifiés par ce qui se passe à Gaza, mais la vraie question, c'est le fait qu'Israël est absolument couvert par tous les pays occidentaux. Moi j'ai une petite théorie, c'est celle de la clé de voûte. Israël est une clé de voûte pour le monde occidental, et je ne vois pas d'autres que les Israéliens pour la faire tomber. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est hélas pas les Israéliens qui vont la faire tomber. Non, ce que Sylvain Sipel, je trouve, de toutes les interviews, c'est peut-être une des plus remarquables. C'est-à-dire qu'il explique bien que le pays s'est construit sur le déni, sur le mensonge. Il n'y a pas que le déni, nous n'avons viré personne, les Arabes sont partis d'eux-mêmes. Il y a le déni, nous étions en exil, nous rentrons chez nous après 2000 ans d'exil. Enfin, tout ça, c'est du pipeau. Ils se sont construits sur le mensonge et sur le déni, que la Palestine finalement était une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Et donc une terre sans peuple, ça veut bien dire qu'ils étaient dans le déni de l'existence et des droits du peuple palestinien dès le départ. Et puis dit, on est passé à une étape supérieure qui est d'assumer le crime. Et je pense que ça, quand on voit Trump aux États-Unis, il assume pareil. Et quand on voit toute une extrême droite en France, les propos qu'elle a sur les migrants, elle assume quand même. Ce que je ne dirais pas clé de voûte dans ce que vous dites. Je dirais, c'est Israël, c'est l'État rêvé de tous nos dirigeants occidentaux. Voilà un pays qui fout la pâtée aux Arabes.
Voilà un pays qui fait une revanche coloniale. Et en France, une des raisons de ce qui se passe à Gaza, c'est que la parole sur le colonialisme français, comme d'ailleurs la parole sur Vichy, n'a jamais été dite. Voilà un pays qui sert avec ses technologies de pointe, et un pays qui fabrique les armes les plus sophistiquées, et toutes les polices et les armées du monde entier viennent se former en Israël. Donc voilà, c'est le pays rêvé, c'est leur laboratoire quelque part. D'ailleurs, il y a un film israélien anticolonialiste qui s'appelle The Lab, sur le complexe militaro-industriel israélien, qui dit bien ce que c'est. Et donc pour tenir la région, là, il faut à la fois Israël et les pays féodaux, esclavagistes, et les pétromonarchies du Golfe. Et c'est pas un hasard si les deux se sont alliés. Donc c'est à ça qu'ils servent, mais oui, ils ont libéré complètement la parole, mais ils se permettent de la libérer aussi, parce que en France aussi, elle s'est libérée, quoi. Quand le grand rabbin Corsia, il dit il faut que Israël finisse le travail à Gaza, c'est quand même assez énorme. Quand Arnaud Klarsfeld dit les musulmans sont nombreux à travailler sur les chantiers, ils ont accès à des explosifs, ils vont venir tuer les juifs. Voilà, la parole. Quand William Jim Goldnadel dit oui, il y a des colonies de peuplement, pas en Judée-Samarie où les juifs sont chez eux, mais dans le 9-3. Voilà, la parole s'est libérée de la même façon. Et voilà, il faut qu'on arrive à lutter contre cette libération. Alors, on a encore deux questions, Asma et puis Mustapha au fond. Deux petites questions. La première, vous parliez tout à l'heure de la fin de l'occupation. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour l'Union juive française pour la paix? On n'entend pas. Qu'est-ce que ça signifie, la fin de l'occupation? Concrètement. Et l'autre question, c'était par rapport aux travailleurs palestiniens qu'on a vus dans le reportage. Dans quel secteur travaillent-ils et comment sont-ils perçus par la société palestinienne? Alors, ça a toujours été le cas. Sur l'occupation, bien évidemment, il y a actuellement 900 000 colons. Il peut y avoir, il y a un livre que je conseille vraiment, c'est le livre d'Eyal Sivan, Un État commun, et parce qu'il pose évidemment cette question. Si on pense que les 900 000 colons doivent partir, c'est qu'on se rabat sur la solution à 2 États, dont j'ai dit qu'à mon avis, elle est irréaliste, et surtout qu'elle ne résout pas la question des réfugiés. Donc ça veut dire que démanteler les colonies sans chasser la population, c'est sans doute ce qu'il faudra faire. C'est sans doute, hein, je veux dire que tout ça se négocie. Mais bon, quand vous êtes là-bas, quand vous êtes dans le village de Bilaïm et que vous voyez la colonie qui s'est construite, qui est une véritable ville, 55 000 habitants, c'est des élites, c'est bon. Quand vous voyez Maale Adumim construit avec l'argent des antisémites américains, des chrétiens sionistes, qui fait maintenant 65 000 habitants, qui coupe en deux la Cisjordanie entre le nord et le sud, bon, ce sera compliqué. Je pense que la solution, c'est le démantèlement des colonies sans chasser les gens, c'est-à-dire que voilà, les gens ils devront vivre tous ensemble. Moi, c'est. Il faut leur ôter leur physique quand même. Hein. Voilà, mais c'est mon utopie. Mais bon, de temps en temps, il y a des gens qui disent les Français et les Allemands se sont bien réconciliés, donc il faudra bien imaginer quelque chose comme ça. L'autre partie de la question, c'était les travailleurs. Il n'y en a quasiment plus. C'est-à-dire que ce qu'évoque Eitan, il y a eu jusqu'à 400 000 travailleurs palestiniens en Israël. Et même les Gazaouis, et Abou Amir, il a travaillé en Israël, était réputé de très bons travailleurs en Israël, ils étaient très appréciés. Dès la première intifada, ils vont licencier un assez grand nombre de Palestiniens, et les accords d'Oslo, la traduction des accords d'Oslo, c'est un nouveau licenciement. Donc, en gros, on peut dire que 90% des travailleurs palestiniens ont été licenciés. La Histadrout, le syndicat sioniste, doit des millions et des millions de shekels aux travailleurs palestiniens qui ont cotisé pour les retraites, l'assurance maladie, c'est obligatoire, et qui n'ont jamais vu la couleur de cet argent. Ces travailleurs immigrés ont été remplacés par d'autres venus d'Asie du Sud-Est, venus d'Afrique de l'Est, qui sont incroyablement stigmatisés, qui subissent un racisme terrible. Il y a même eu un moment, Netanyahou avait l'idée d'expulser les Philippins, et c'est les vieux, souvent des rescapés du génocide, les EHPAD, qui ont fait une pétition en disant non, les tatis, elles sont toutes philippines, on a besoin d'elles dans les EHPAD. Enfin, on en est là complètement en Israël, mais on
va avoir des trucs pareils aujourd'hui avec les migrants en France. Donc voilà, les 3/4, sans doute plus, 90% des Palestiniens qui bossaient en Israël ont été remplacés. Il en reste, mais extrêmement peu. De Gaza, plus personne ne passe. Et il y a ceux, les très très rares, qui ont un contrat de travail, qui peuvent passer légalement à la frontière. Et tous les jours, entre la Cisjordanie et Israël, il y a des gens qui passent en risquant leur vie, et qui passent et qui reviennent. Alors, il y a une question, Mustapha, peut-être Valérie, et peut-être après. Je ne sais pas quelle heure il est. Tout à l'heure, là-bas, il doit être 11h. Moi, je voulais revenir, je voulais aborder rapidement par rapport à la, entre guillemets, ou bien la véritable collaboration des autres pays limitrophes arabes. Mais est-ce que la question de la revanche du discours colonialiste ne permet pas à Netanyahou de fonctionner à l'aise à partir du moment où en France Macron va soutenir une démarche colonialiste au Maroc par rapport au peuple sahraoui d'une part, de l'autre côté les Américains qui demandent au roi du Maroc de reconnaître Israël, de s'installer avec Israël, en leur donnant leur bénédiction pour avoir le Sahara pour eux. Est-ce qu'il n'y a pas un lien dans ce jeu, ce qui explique pourquoi les pays occidentaux ils laissent faire et ils l'encouragent même? Sur les pays arabes, c'est pas moi, misérable juif, qui vais expliquer ce que les pays arabes font. Je vais quand même donner mon avis. Il y a d'abord la trahison des dirigeants arabes vis-à-vis de la Palestine, elle est très ancienne. Si vous lisez le livre d'Ilan Papé sur le nettoyage ethnique de la Palestine en 1948, vous voyez que l'Égypte se battait pour conquérir le désert du Nakab, des Negev, comme on veut, que l'Irak et la Syrie se battaient pour conquérir la Galilée, et que la seule armée qui était assez forte pour infliger des défaites aux sionistes, la future armée jordanienne, la dynastie hachémite, elle avait un accord de partage de la Palestine avec les dirigeants sionistes. Elle ne s'est battue que parce que les sionistes ont violé l'accord. Après, je veux dire que pendant la guerre du Liban, la Syrie prend à revers les Palestiniens, les phalangistes massacrent les Palestiniens dès le début de la guerre, la milice Hamal massacre d'autres Palestiniens, la Jordanie, elle avait fait Septembre Noir, et voilà, et puis même les bourgeoisies nationales censées être dans un camp opposé aux États-Unis, ils n'acceptaient les Palestiniens que domestiqués. Donc quand ils n'étaient pas domestiqués, que ce soit Kadhafi ou Saddam Hussein, ils assassinaient les dirigeants qui leur déplaisaient. Donc le problème de la trahison des dirigeants arabes vis-à-vis de la Palestine, il est très ancien. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les pays arabes ont été dominés, pas dominés, dirigés, en gros par le modèle Nasser pendant assez longtemps, donc des bourgeoisies nationales anti-impérialistes, et qu'aujourd'hui, ce qui dirige le monde arabe, c'est les pétromonarchies du Golfe, qui sont féodales, patriarcales, esclavagistes, et elles appartiennent au même monde que les dirigeants sionistes. Et ce que tu dis sur le roi du Maroc, ben voilà, il appartient au même monde que ceux-là, donc c'est très logique qu'il s'habille. Et donc, quelque part, quand nous on dit, en défendant la Palestine, c'est pas un supplément d'âme, on défend nos propres droits, je pense que les populations du monde arabe, vraiment, la liberté de la Palestine, ce sera la leur aussi. Alors, il y avait une dame ici, c'est... pardon. Non, mais je crois que c'est Françoise à côté. Alors, monsieur Valérie, on laisse ce jeune homme, puis après c'est toi, puis après peut-être on arrête. Hein, okay. Non, j'avais une question sur, sur comment le Hamas et tous les mouvements tiennent après 1 an et demi de guerre. Enfin, d'un point de vue très concret, face à cette armée, quand même, ça me paraît assez fou. Nous, des nouvelles qu'on a de Gaza, il n'y a plus d'organisation étatique, quoique il y a toujours un ministère de la Santé qui publie quasiment quotidiennement le nombre de victimes. Donc, mais par exemple, nos correspondants à Gaza, ils disent par rapport au développement des mafias qui rançonnent ou qui attaquent les camions avec l'assentiment israélien à l'entrée du territoire de Gaza, il y a autrefois
ils auraient été instantanément neutralisés par une autorité qui existait à Gaza et qui n'existe plus. Donc le Hamas, il continue d'avoir la sympathie, à mon avis, d'un tiers de la population. Je pense qu'il n'a jamais eu plus et qu'il n'a jamais eu moins. C'est comme ça qu'on doit l'analyser. Mais en tant qu'organisation, il n'existe plus en tant qu'organisation, en tant qu'influence sur la société, énormément. Ce qui se passe, c'est que Israël ne veut surtout pas qu'émerge de Gaza une solution qui soit en gros la société civile que vous voyez dans le film. Ça les intéresse surtout pas. Donc ils vont continuer de dire, tant qu'on n'a pas totalement exterminé le Hamas, on continue. Et évidemment que l'intérêt de Netanyahou, c'est tout sauf un cessez-le-feu. Valérie ? Moi, c'était une question par rapport à la Syrie et aux relations d'Israël avec la Syrie et par rapport au Golan. Qu'est-ce qui risque de se passer là aujourd'hui? Moi, je ne suis pas campiste, c'est-à-dire que je ne considère pas que la Syrie appartenait à l'axe de la résistance. Si vous regardez historiquement, pendant la guerre du Liban, le père Assad prenant à revers les Palestiniens et leur infligeant une défaite alors qu'ils étaient en train de gagner la guerre, ou le père Assad expulsant Arafat encerclé dans Tripoli et l'exilant à 3000 km de la Palestine. Et plus récemment, si vous avez vu le film Little Palestine, il se termine par la liste nominative des 250 Palestiniens qui sont morts de faim pendant le siège du camp de Yarmouk par les troupes de Bachar. Donc je ne considère pas que la Syrie était un ami des Palestiniens. Maintenant, il est évident que son renversement, le renversement de cette dictature dégueulasse, n'aurait pas été possible sans ce que les Israéliens ont fait contre le Hamas, contre le Hezbollah et contre l'Iran, que immédiatement, Israël, non seulement le Golan, non seulement ils ne veulent pas le rendre parce que c'est 40% de l'eau, hormis l'eau de mer, qui vient du Golan, mais quand vous êtes en Israël, le seul pinard qui soit buvable, c'est celui du Golan, les seules pistes de ski, elles sont sur le mont Hermon, et quand vous vous baladez dans le Golan, vous voyez partout des anciens villages syriens complètement détruits, et vous voyez Katsrin, qui est la capitale du Golan israélien, avec des ranchs, avec des superbes SUV, et à la sortie de Katsrin, ils ont trouvé une synagogue du IIIe siècle après Jésus-Christ, qui est une synagogue de la diaspora. Ils disent, vous voyez, on était là, donc c'est à nous. Donc il ne fait pas de doute qu'Israël veut aller au-delà. Ils ont immédiatement occupé la zone démilitarisée, ils ont occupé le mont Hermon, ils ont commencé à bombarder tout ce qui ressemblait à ce qu'avait été l'armée syrienne. C'est-à-dire que les délirants, ceux qui disent on va dynamiter la mosquée Al-Aqsa pour reconstruire le temple, ceux qui disent il y a un passage dans la Bible qui dit que ça va du Nil à l'Euphrate, on va le faire, les délirants, les seuls obstacles qu'ils peuvent avoir, c'est nous. C'est les pays occidentaux de dire stop. Alors je signale que quand même, 2 fois dans son histoire, Israël a été sanctionné, les 2 fois ils ont arrêté instantanément. Ils sont sanctionnés en 1957 sur l'évacuation du Sinaï, ils sont sanctionnés en 1991 quand George Bush père voulait que des négociations commencent avec l'OLP. Shamir, qui était au pouvoir, ne voulait pas, et George Bush père a dit « Je ne cautionne pas le prêt que vous avez fait pour l'immigration des Juifs soviétiques », ce qui voulait dire une banqueroute de l'État israélien. Ils ont cédé. Donc, sur la Syrie, où on les arrête, où le pire est à redouter. Ils ont déjà dit le Golan est à nous de toute éternité. Le Golan a été annexé par un vote de langue des sept, ou à l'époque des travaillistes. Toujours pour ceux qui pensent qu'il y aurait une solution meilleure que Netanyahou située à l'intérieur du sionisme. Et voilà. Voilà, je pense qu'on va arrêter pour ce soir.